Voilà, et maintenant j'accueille sur le plateau Fabienne Tiercelin et Charles Vergnol. Voilà, rejoignez-moi. Donc, voilà, vous vous mettez ensemble ou un de chaque côté, c'est comme vous voulez, voilà. Très bien. Donc, c'est la séquence sponsor, ESMA BTP. Donc, Fabienne Tiercelin, présentez-nous votre organisme. Et puis ensuite, je crois qu'on va parler d'assurabilité des matériaux bio et géosourcés. Et pour faire le lien avec Julien Cœurdevet, il disait, effectivement, il faut qu'on dialogue avec les assureurs, en fait. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Voilà, vous voyez. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Fabienne Tiercelin et avec Charles Vergnol, on va vous parler un tout petit peu de SMA BTP, mais surtout de notre démarche, de la manière dont on accompagne les constructeurs, notamment dans la mise en œuvre de produits biosourcés ou géosourcés. Alors, SMA BTP, c'est une mutuelle d'assurance spécialisée dans l'assurance construction, mais pas que, qui exerce sur tout le territoire avec, je dirais, une part de marché très conséquente en matière de responsabilité civile et décennale pour les constructeurs, donc les entreprises, les artisans, les maîtres d'œuvre, les architectes, les maîtres d'ouvrage. Voilà, on est présent tous les sur gens toute qui la sont filière. ici, quoi, en fait. Exactement, toutes les personnes qui sont là. Alors, on a une démarche un petit peu particulière. À côté de cela, je disais, on n'est pas qu'un assureur, c'est qu'on aime accompagner les entreprises et notamment dans les innovations. Donc, on a deux structures dont on va vous parler ce matin. Je ne sais pas si je peux avoir... la petite zapette est là. Voilà. Donc, à travers deux structures, finalement, la Fondation Excellence SMA, fondation d'entreprise, qui a la vocation de parler de qualité, de sécurité, de valoriser cela, mais aussi de parler de prévention des risques, parce que c'est extrêmement important. Donc pour ce faire, on produit des documents de sensibilisation, d'information. On réalise des réunions comme celle-ci, des colloques, autour duquel on aime, avec tous les acteurs du secteur, discuter des problématiques, des tendances. On vient de faire il y a quelques jours un colloque à Paris sur le réemploi. Donc vous voyez, on est ouvert à tout. Oui, dont on a parlé tout à l'heure. À tous les sujets. Et puis, on produit des documents qui permettent notamment de bien appuyer sur la prévention, le respect des règles professionnelles. Alors, sous forme papier, ce sont les fiches pathologie du bâtiment qu'on fait depuis plus de 22 ans avec l'agence qualité construction. Mais aussi parce qu'il faut évoluer dans le temps, on fait des vidéos. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, une structure d'accompagnement, d'information, de sensibilisation du groupe SMA. Et je précise que toutes nos productions sont totalement gratuites et à disposition de tout le monde, sans aucune limite. C'est accessible à tous et à plus que vos clients, quoi, en fait. Absolument. Adhérent, mutuel, vous m'avez dit. Alors, c'est sociétaire, on dit. Mais c'est vraiment accessible à tous les professionnels de la construction. L'idée étant de partager les bonnes pratiques et de valoriser un petit peu tout ça pour éviter qu'un certain nombre de sinistres, notamment récurrents, ne se reproduisent. C'est la raison pour laquelle aussi on mise beaucoup sur la recherche. Voilà. Très bien. Alors, il y a une deuxième structure qui est très importante dans le groupe auprès de SMA BTP, qui est Socabat. Donc, Socabat, c'est une société d'expertise. On est le seul, finalement, assureur à avoir cette structure-là en propre, en interne. Socabat, ce sont 100 ingénieurs ou architectes de formation qui ont pour vocation d'accompagner les sociétaires dans l'analyse des risques pour les aider justement à éviter un certain nombre de sinistres récurrents. Et puis quand il y a un sinistre qui se passe, malheureusement, ça peut arriver qu'ils les accompagnent pour les aider à se défendre. Donc je vais laisser la parole à Charles parce qu'à travers cela, on a énormément de sujets que l'on appréhende justement pour accompagner les constructeurs et notamment aujourd'hui, le sujet des matériaux biosourcés et géosourcés et de leur assurabilité parce qu'on sait faire. Et il va vous dire pourquoi. Voilà, donc c'est une question importante. Tout à fait. Vous la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui dans une première partie de l'assurabilité des matériaux biosourcés. Alors, j'évoquerai tout d'abord pourquoi il est nécessaire et obligatoire de s'assurer. Ensuite, comment s'assurer, avec un focus sur les techniques non courantes. On en a parlé un petit peu précédemment, dans les exposés précédents. Oui.
Et puis quelques conseils seront donnés également pour bien s'assurer. Et puis dans une deuxième partie, j'évoquerai des points d'attention avec quelques exemples de sinistres qui ont pu être rencontrés au sein du cabinet Socabat. Très bien, et tout ça dans un temps très court en fait. Voilà, ça va être synthétique et rapide. Je mets la pression. À peine. Alors on va passer l'introduction et on va passer directement à pourquoi s'assurer. Il pèse sur les constructeurs une présomption de responsabilité pendant 10 ans, donc c'est la responsabilité civile décennale, qui porte sur deux types de désordres, ceux qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et ceux qui génèrent ce qu'on appelle une impropriété à destination. Donc face à ces responsabilités, les entreprises ont une obligation de s'assurer sur le risque décennal. C'est la garantie décennale. Bien connu. Exactement. Alors, les risques couverts dans les contrats d'assurance reposent sur 3 critères. Alors, on a tout d'abord la notion d'activité garantie. Nous avons le montant d'opération. Et puis, nous avons la nature des travaux, qui doit être de technique courante pour être dans le contrat de base. Donc, c'est ça que je vais développer par la suite avec un tableau synoptique que nous avons vu précédemment, qui est très important, il fait référence, puisque c'est lui qui nous permet vraiment de classifier les différents référentiels en 2 catégories. Alors, sur toute la partie verte à gauche, nous avons les techniques courantes. Nous pouvons relever les DTU, documents techniques unifiés, les recommandations professionnelles RAGE de 2012, les règles professionnelles lorsqu'elles sont acceptées par la C2P, la Commission Prévention Produits. Donc ce sont des règles, on l'a entendu précédemment également, qui sont rédigées par des organismes professionnels et qui constituent quelque part l'antichambre des DTU. Je donnerai quelques exemples par la suite. Les avis techniques également lorsqu'ils sont sur liste verte de la C2P, donc qui sont attribués à des procédés innovants. Les ATEX, qui ont été évoqués également précédemment avec avis favorable. Donc tout ça, c'est pour la partie technique courante. Toutes les autres techniques font partie des techniques non courantes, et donc on va y retrouver les règles professionnelles qui ne sont pas acceptées par la C2P ou qui n'ont pas été examinées, les avis techniques ou documents techniques d'application qui ne sont pas visés et qui ne sont pas sur liste verte de la C2P, les ATEX défavorables, les enquêtes de techniques nouvelles, les cahiers des charges. Voilà, donc tout ça, c'est de la technique non courante. Alors j'ai pris 2 exemples, donc des exemples de règles professionnelles acceptées par la C2P. Nous allons avoir les constructions en paille, remplissage isolant et support d'enduit de 2012. Pour le béton de chanvre, nous avons les exécutions d'ouvrages en béton de chanvre pour tout ce qui va être mur, isolation de sol, isolation de toiture, enduit en mortier de chanvre. Nous allons avoir également les mises en œuvre des enduits sur support composé de terre crue. Et pour finir, les techniques de construction des murs en pierre sèche. Donc voilà, tout ça font partie des techniques courantes, donc qui sont dans les contrats de base chez les assureurs. Un exemple ensuite d'avis technique. Il existe des procédés d'isolation thermique par l'extérieur par enduit sur fibre de bois, appliqués sur construction à ossature bois. Donc pour savoir s'ils sont de technique courante, on va d'abord sur le site du CSTB pour vérifier la validité de l'avis technique. Et dans un deuxième temps, on va sur le site de l'Agence Qualité Construction, de l'AQC, pour vérifier qu'il soit bien sur liste verte de la C2P. Donc il y a vraiment les 2 étapes à avoir pour vérifier qu'on est en technique courante. Donc peut-être quelques conseils. Voilà, donc on l'a vu, technique courante, garantie de base dans le contrat de responsabilité décennale. Rien à faire, l'assureur suivra en cas de désordre. Technique non courante, là il est important de bien déclarer ses activités à l'assureur, si possible avant. On l'a vu, on gère des risques longs, on n'est pas toujours sûr de la bonne tenue dans le temps. Donc on a besoin de connaître le référentiel de chaque procédé quand on est en technique non courante. Ça veut dire connaître le domaine d'emploi, les composés, le mode de pose, etc. L'assureur regardera avec vous ce qu'il en est, vous fera une proposition pour assurer le chantier et puis éventuellement il y aura une surprime. Donc vous voyez, le message qu'on voulait passer, c'est que ce n'est pas un frein.
l'innovation, les produits biosourcés ou géosourcés, ça ne pose pas de problème particulier. La précaution à prendre, c'est de bien en parler en amont à son assureur pour étudier sereinement, je dirais, si possible, avant la remise d'un devis, les conditions d'assurabilité du chantier. Parce que si rien n'est fait, au moment du sinistre, en cas de technique non courante, la plupart des assureurs vont refuser de prendre en charge le sinistre. Bon, dans les faits, on est un petit peu plus, je dirais, bienveillant. Et en général, on applique une règle proportionnelle de garantie. C'est notre cas, hein. Donc, c'est vraiment le point, je dirais, particulier qu'il fallait noter ce matin. Charles. Donc, sur la partie sinistralité, je vais évoquer quelques points d'attention sur lesquels donc, il faut être vigilant et qui sont liés à la ventilation de l'ouvrage. Ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, aux protections à l'eau des matériaux et du support en face chantier, à la gestion de la migration de la vapeur d'eau, je l'ai entendu également tout à l'heure, aux propagations de flammes, aux insectes xylophages et champignons et aux rongeurs. Donc pour limiter tous ces risques, ces techniques requièrent impérativement des formations de mise en œuvre. Alors ensuite, je vais vous donner deux exemples de sinistres qui ont été rencontrés au sein du cabinet Socabat. Un premier qui concerne des isolants en fibre de bois. Donc l'ouvrage, c'était une isolation thermique par l'extérieur avec enduit armé sur isolant fibre de bois. Ce qui avait été constaté, c'était des fissures aléatoires sur les façades et qui étaient dues à un gonflement puis retrait du complexe ossature bois et isolation bois avec mise en compression. Tout ça était dû à des défauts de protection aux intempéries des façades et des matériaux stockés. La réparation qui a dû être réalisée, c'était le remplacement complet de l'ITE avec des reprises ponctuelles du support OSB. Donc dans les bonnes pratiques, on peut soulever que les procédés d'ITE avec enduit sur isolant fibre de bois relèvent des procédures d'avis technique. J'en avais donné un exemple tout à l'heure. Il faut donc utiliser des systèmes complets et se référer donc à l'avis technique. Privilégier les saisons favorables pour la pose des panneaux à base de bois et protéger les ouvrages avec des aires de stockage adaptées. Nous avons ensuite un deuxième exemple avec du béton de chanvre. Donc le dossier concernait donc des murs à ossature bois remplis par du béton de chanvre isolant. La finition extérieure était réalisée par un enduit ciment. Le désordre constaté, c'était un décollement des enduits avec des moisissures sur les ossatures bois qui était due à une condensation dans le complexe. La cause qui a été retenue par l'expert, c'était un enduit ciment qui était très fermé et qui empêchait une bonne diffusion de la vapeur d'eau. La réparation, encore une fois, c'était la réfection totale de l'enduit. Donc dans les bonnes pratiques, il faut bien se référer aux règles professionnelles qui existent sur les bétons de chanvre, former le personnel avec des formateurs agréés et utiliser des enduits extérieurs perméables à la vapeur d'eau. Voilà, et on pourrait dire en conclusion, avant de répondre aux éventuelles questions, le maître mot, c'est la formation. Voilà, bien former ses compagnons, bien connaître les référentiels, et s'il y a le moindre doute sur l'existence d'une technique non courante, dialoguer très en amont avec son assureur pour trouver une solution adaptée. Voilà, une fois de plus, le dialogue. Merci. Une ou deux questions, s'il y en a, ou sinon c'était clair. Oui, bonjour, Benjamin Leroux, ODIS. Je prends les masques. Alors, juste un témoignage. Dans une vie antérieure, j'avais une entreprise d'isolation. On faisait de l'isolation sèche et des matériaux biosourcés et on faisait beaucoup de béton de chanvre. Et vous disiez qu'il fallait déclarer ses activités et surtout les travaux non communs, les techniques non courantes à son assureur. En fait, moi je me souviens qu'à l'époque, peut-être que ça a changé depuis, mais à l'époque, j'étais assuré assez facilement pour les travaux en isolation sèche. J'étais assuré facilement pour les enduits. Mais comme il n'y avait pas de DTU maçonnerie, j'étais assuré en tant que maçon. Mais en fait, il avait vraiment fallu que je déclare bien aussi que je faisais du béton de chanvre
que je respectais les règles professionnelles, mais alors même que c'était une technique courante, pour autant il fallait quand même bien que je déclare ça. Donc c'est pas parce que c'est une technique courante qu'il ne faut pas le déclarer quand même à son assureur. C'est pas dans le... Quand on est maçon, on n'est pas assuré directement pour le béton de chanvre. Je vais répondre. La base, effectivement, de tout contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale, c'est de bien déclarer ses activités. Alors, soit vous le faites au travers d'une liste très précise, soit aussi on peut le faire à travers les qualifications que vous détenez. Ça, vous avez raison, c'est tout à fait la base. Mais ça, c'est l'activité. Après, il y a les techniques que vous allez utiliser et les modes de pose mis en œuvre que vous allez pouvoir dans le temps auquel vous allez faire appel. Mais il y a bien effectivement les deux choses, mais la base c'est l'activité, je suis d'accord. Ah, oui, oui, le petit oiseau de la forêt. Ici la voix et avec la complicité de Béatrice, donc qui revient. Merci Béatrice. Une question. Travaillez-vous également sur les techniques de mise en œuvre permettant par exemple une déconstruction pour réemploi de menuiserie et ou pour permettre le recyclage des matériaux? Alors, on en est au début, au recyclage et au réemploi, mais ce sont des travaux que l'on suit avec attention. Et effectivement, on étudie, alors cette fois-ci, chantier par chantier pour le moment, ce qui peut être fait et comment, dans une seconde vie, on peut assurer soit des matériaux réutilisés, remployés ou recyclés. Il y a des choses en recyclage qui se font très bien, notamment dans le béton, et on suit ça depuis longtemps. Merci. Ève, une question dans la salle? Bonjour, Eddy Fruchard, artisan charpentier et formateur sur la construction paille. Pourquoi sur les techniques dites courantes comme la construction paille, vous ne demandez pas à vos artisans d'être formés à la ProPaille, comme peuvent faire d'ailleurs la MMA, la mutuelle pour les architectes? Ou enfin les règles, ça ne te demande pas de forcément... Il y a des entreprises qui ne sont pas assurées en ProPaille, enfin qui ne sont pas formées en ProPaille. Charles Vergnol. Alors, ce sont des éléments qu'on regarde. Ça fait partie de l'analyse du risque. Tout ce qui va être formation, justement, par des organismes agréés, va faire partie de notre analyse pour délivrer les assurances, oui. Donc, ce sont des points que l'on regarde, qui sont identifiés dans notre analyse de risque, ouais. Je ne connais pas personnellement l'organisme que vous avez cité, mais si vous voulez, on peut en parler tout de suite après. On a un stand, on peut s'y retrouver et vous pouvez nous le présenter si ça mérite qu'on s'y intéresse en tous les cas. Merci. Voilà, très bien. Ève, on en reste là. Il y a une dernière question. Une dernière question. Le monsieur s'est presque levé, je ne peux pas la refuser. Une deuxième. Merci de vous présenter. Bonjour, donc je suis Alain Viglia, entreprise TMH. Voilà. Je suis dans la restauration du patrimoine. Et on va vous retrouver tout à l'heure ou cet après-midi, voilà. Absolument. Je voulais poser une question un petit peu plus précise sur les conditions d'assurabilité en technicité dite non courante, pour par exemple du pisé. Qu'est-ce que vous demandez comme conditions? Les conditions aujourd'hui, il n'y a pas de règle générale pour l'assurabilité des techniques en pisé. Nous avons certains dossiers qui arrivent, on a des analyses à effectuer et qui vont concerner en fait un certain nombre d'aspects. On va regarder les qualifications de l'entreprise, on va regarder comment est monté le dossier, est-ce qu'il y a un maître d'œuvre, est-ce qu'il y a un contrôleur technique, est-ce qu'il y a un consultant spécialisé en pisé. Est-ce que les terres sont issues de terres locales ou est-ce que ce sont des terres qui sont fournies par un fabricant particulier spécialisé dans les terres crues? Donc on va analyser toute une série en fait d'informations et de données et donc faire des études au cas par cas en réalité. Donc voilà, ce sont vraiment des études au cas par cas. Ouais. On a une dernière question, si c'est possible. C'est la dernière, vraiment? Là, je lève la main, là. Allez, c'est froid, ça réchauffe, encore un peu. Ah, ici, là-bas. Voilà. Oui. Franck Josteiko. Donc, TNC, si j'ai bien compris, donc c'est quand les produits ne sont pas sous avis technique, sous ATEX, sous DTA, c'est ça, j'ai bien compris? Oui. Oui, principalement. Donc, on a défini avec le tableau synoptique. Voilà. Si on peut revenir dessus. On revient sur la diapositive. Les techniques non courantes, ce sont toutes les techniques qui étaient en vert.
Voilà. Toutes les techniques qui sont sur la gauche, donc on a les techniques courantes, et sur la droite, les techniques non courantes. Donc, une question, parce qu'effectivement, si on obtient des techniques non courantes, en fait, donc si j'ai bien compris, vous assurez, c'est ça? Il y a une déclaration préalable à faire à l'assureur. D'accord. Et donc, il y a une étude qui est faite en amont au préalable. Et donc, dans le cas d'un appel d'offres, en fait, quand on a une technique non courante, il faut que forcément ça soit validé par un bureau de contrôle, et donc ça ne sera pas validé par un bureau de contrôle parce qu'on n'est pas sur de la technique courante. Et c'est ce lien-là, en fait, c'est bien ça, je ne me trompe pas? Vous me suivez ou pas? Après, la relation avec le contrôleur technique, la technicité, elle est courante ou non courante. Il n'y a pas d'avis à avoir du contrôleur technique. Si le contrôleur technique émet un avis favorable, c'est évidemment un aspect de l'analyse qu'on va aborder. C'est-à-dire que dans notre analyse, on regarde également le RICT du contrôleur technique et on va voir quel avis il émet sur la technique non courante. Mais une technique est courante ou non courante, ça c'est quasi mathématique, voilà, en se servant de... Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait c'est un lien, le fait que justement un organisme comme le vôtre assure à un moment donné, ou peut assurer en fait une mise en œuvre particulière? Parce que la problématique c'est, j'ai une technique non courante, du moins je vais faire utiliser un matériau en fait dans un système qui n'est pas encore sous avis technique. On a besoin de faire des volumes pour faire un avis technique, et pour faire des avis techniques, il faut des volumes, du moins c'est un peu compliqué. Et la question c'est, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que si on amène en fait une mise en œuvre particulière qui est assurée par votre organisme, est-ce que ça peut effectivement faire réfléchir un contrôleur? À quel moment en fait on intervient dans tout ça? Moi, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, mais là vous renversez, vous demandez si éventuellement un procédé est garanti lors d'une opération, si derrière le contrôleur technique va valider cette technicité. Aujourd'hui, voilà, il faut, nous on analyse une technicité, si elle est courante ou non courante, on évalue un risque sur toute une série de paramètres liés, voilà, à l'entreprise, à la technicité, à ce qui va être mis en œuvre pour les contrôles, pour les essais, etc. Bon, merci. Je crois que s'il y a encore des échanges à avoir, venez voir les représentants de la SMA BTP sur leur stand tout à l'heure, pendant la pause déjeuner, avant, après, etc. Parce que moi, je regarde ma montre et donc on a légèrement, carrément explosé les compteurs. On remercie Fabienne Tiercelin, Charles Vergnol pour leur contribution. Voilà.